Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, si l'enthousiasme de ma collègue Françoise Gatel s'est trouvé tempéré par le manque de fiabilité des équilibres budgétaires, peut-on alors trouver, dans les mesures proposées par le Gouvernement, des raisons de se réjouir ? Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a des résonances très concrètes dans la vie des Français. Ceux-ci sont attachés à leur modèle social, mais ils savent aussi que la fuite en avant n'est plus possible. Notre sentiment général est le suivant. Certaines mesures proposées vont dans le bon sens. Mais une fois de plus, les mesures structurelles qui s'imposent sont ajournées. Cela se vérifie, hélas, pour chacune des branches. À commencer par l'assurance maladie. Nous ne pouvons ainsi que souscrire à la généralisation du tiers payant intégral aux bénéficiaires de l'assurance complémentaire santé. C'est une mesure de solidarité que nous soutenons. Mais bien sûr, pour garantir la solidarité, il faut aussi parvenir à réduire les dépenses sans impacter la qualité des soins. C'est dans cette optique que le gouvernement souhaite accélérer le virage ambulatoire en développant les retours à domicile le jour même des interventions chirurgicales et en accélérant les programmes de retour à domicile déjà existants, comme pour les sorties de maternité. Pourquoi pas ? Mais il faut se poser deux questions. Première question, quelle garantie avons-nous que les mesures envisagées ne dégraderont pas la qualité des soins ? Réponse, aujourd'hui aucune. Je reconnais que l'accélération du virage ambulatoire est intéressante, tant on connaît les contraintes de place et de personnel dans les hôpitaux. Mais qu'en est-il de la sécurisation de sortie du patient ? Seconde question, le gain escompté est-il à la mesure des enjeux ? À l'évidence, pas encore. Comme l'a très bien exposé notre rapporteur général Jean-Marie Vanlerenberghe, selon une étude de la Fédération hospitalière de France, reprise dans le rapport de la MEX sur le financement des établissements de santé, 28% des actes médicaux sont inutiles ou redondants. Ces 28% d'actes médicaux en trop représentent 30 milliards d'euros de gaspillage, un montant nettement supérieur aux milliards espérés de la chasse aux soins et prescriptions inutiles prévues par le PLFSS 2015. Comment expliquer un tel décalage ? Certes, ces 30 milliards d'économies ne sont en aucun cas une fin en soi et ne seront probablement jamais atteignables. Mais cela démontre bien qu'il existe un véritable gisement d'économies à réaliser. C'est le même questionnement qui finalement s'impose en matière de médicaments. Le gouvernement entend approfondir l'effort sur leur prix et le développement des génériques. Sur le principe, nous ne pouvons qu'y être favorables, car les génériques permettent de faire baisser significativement le coût pour l'utilisateur. Mais si l'on se repose la question de la qualité, force est de reconnaître que certaines molécules ne sont pas substituables, ce qui conduit à un système d'une complexité kafkaïenne. En effet, le médecin doit systématiquement spécifier par écrit sur l'ordonnance les princeps se trouvant dans ce cas de figure pour permettre aux patients de bénéficier du tiers payant, puisque la règle qui prévaut aujourd'hui est tiers payant contre générique. Cette mesure est particulièrement contraignante pour les traitements de longue durée. On nous parle sans cesse du choc de simplification. Il n'est visiblement pas à l'œuvre en matière de générique, ce qui n'est pas bon pour le patient. Et puis, plus fondamentalement, l'incitation toujours plus importante au recours au générique ne risque-t-elle pas de devenir une fin en soi au détriment de la santé du patient ? Qu'adviendra-t-il quand le pharmacien préférera donner au patient un générique pour respecter les quotas, alors que ce dernier est moins performant qu'un princeps ou mal adapté à la pathologie du patient ? Après avoir posé ces questions relatives à la qualité, tournons-nous vers les questions relatives aux gains attendus des mesures proposées. Ils sont encore là, incertains. Est-on sûr de pouvoir réaliser 1 milliard d'euros d'économies alors qu'il s'agit d'un énième plan de développement des médicaments génériques ? Quelle garantie avons-nous que ces mesures permettront d'aller plus loin que les précédentes ? L'impression globale qui se dégage de tout cela est celle d'une sorte de bégaiement législatif. Je rappelle que les principales mesures du PLFSS 2014 étaient déjà de favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire, de baisser les prix des médicaments et de développer l'usage des médicaments génériques. Est-ce que ces mesures ont apporté des résultats ?
N'y aurait-il pas d'autres pistes d'avenir? Nous le pensons, des pistes véritablement innovantes. Je pense notamment à la totale fragmentation du médicament, déjà adoptée par beaucoup de pays européens. Je pense au développement de la médecine génomique, qui nous permettrait de vraiment passer d'une logique de réparation à une logique de prévention. Je pense enfin à une réforme structurelle de l'exercice libéral de la médecine. En effet, l'hôpital est chargé de tous les maux et de tous les déficits, alors qu'en réalité, il représente moins de la moitié de la consommation des soins et biens médicaux et seulement le tiers de l'ensemble des dépenses de santé. En réalité, l'heure n'est pas à la remise en cause des hôpitaux, même si beaucoup reste à faire sur le sujet. Pourquoi ne pas réinstaurer le jour de carence? Selon la Fédération hospitalière française, cela permettrait d'économiser jusqu'à 75 millions d'euros. L'heure est beaucoup plus sûrement à la remise à plat du système de la médecine libérale. Je tiens à rappeler que les médecins libéraux ont une mission de service public à accomplir. Or, de plus en plus de territoires sont confrontés à la désertification médicale. Le rapport d'information d'Hervé Moret sur le sujet est remarquable et je vous invite donc à le relire. Au terme de ses conclusions, le groupe UDI-UC souhaite étendre aux médecins le conventionnement sélectif qui existe déjà pour les principales autres professions de santé, en fonction de la nature des zones d'installation, zones surdotées ou sous-dotées. Il s'agirait d'une véritable réforme de structure. À l'inverse, l'article 38 du PLFSS n'a qu'une portée incitative et je crains que cela ne soit une nouvelle fois inefficace. Les représentants des infirmiers, tout comme ceux des masseurs-kinésithérapeutes, auditionnés pour élaborer le rapport sur la désertification médicale, sont satisfaits du dispositif de régulation par le conventionnement sélectif. Il a prouvé en quelques années son efficacité pour réduire les écarts de densité. Un mot sur le médico-social très rapide. Est-ce que le flou entretenu sur le calendrier du projet de loi vieillissement n'est pas en décalage avec les besoins criants de beaucoup d'EHPAD sur le territoire? Concernant la branche vieillesse, nous ne pouvons que souscrire aux mesures de solidarité consistant à verser une prime, tellement peu exceptionnelle que j'ai de la peine à la donner, donc de 40 € aux retraités percevant moins de 1 200 € bruts par mois, soit 6,5 millions de Français, soit 42% des retraités. La mesure qui consiste à relever l'allocation de solidarité aux personnes âgées de 792 € encore à 800 € par mois pour une personne seule, et enfin de faire passer au taux réduit de CSG les retraités les plus modestes. Mais par-delà ces avancées sociales, c'est la question de la pérennité et de l'avenir de notre système de retraite qui est encore en jeu. En effet, la branche devait être à l'équilibre à l'horizon 2017. Mais cette joie sera de courte durée, puisque le déficit devrait repartir dès l'année suivante pour atteindre 1,6 milliard d'euros. Face à ce constat, le groupe UDI-UC propose de fixer un calendrier pour la mise en œuvre d'une réforme systémique des retraites consistant à mettre en place un régime universel par points ou en compte notionnel à partir du premier semestre 2018. Cette réforme, dont le Sénat avait déjà fait adopter le principe lors de l'examen de la réforme de 2013, s'appuierait sur le 7e rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010, qui en détaille les options et les modalités techniques. Elle serait précédée évidemment d'une conférence sociale et d'un débat national afin que partenaires sociaux et société civile y soient pleinement associés. Je rappelle que le régime par points est un système universel qui garantit l'équilibre financier des retraites et assure l'équité, la transparence et la justice pour tous. Enfin, faute d'avoir fait tout le reste, le gouvernement décide de s'attaquer à la seule politique qui fait l'unanimité en France et qui est enviée à l'international. Je veux bien entendu parler de la politique familiale. L'Assemblée nationale a voté la modulation des allocations en fonction du revenu. Je vous propose, mes chers collègues, de revenir sur cette mesure et de réaffirmer l'universalité et l'uniformité des allocations. C'est une question de principe. Quelle société voulons-nous? Et où s'arrêtera la logique qui sous-entend la fin de l'uniformité? À l'avenir, quid de la santé et de l'éducation, par exemple? Puisque la modulation des allocations est justifiée par un souci d'équité, pourquoi ne pas plutôt les faire entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu? Ne serait-ce pas à la fois plus pertinent et plus équitable? À tout le moins, c'est selon nous une piste à envisager. Enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là, ce PLFSS, comme l'était déjà le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale de juillet dernier, n'est qu'une grande illusion.
les hypothèses de croissance de l'économie et de la masse salariale adoptées par le gouvernement sont très, voire trop optimistes. En effet, le présent PLFSS se fonde sur une hypothèse de croissance de 1% du PIB en 2015 et de 2% de la masse salariale. Cette variable est clé parce que c'est sur la masse salariale que sont assises les cotisations sociales qui représentent encore plus des 2/3 du financement de la protection sociale. Or, la Commission européenne juge les prévisions françaises irréalistes. Selon Bruxelles, la France ne tiendra pas ses objectifs budgétaires l'an prochain. Le gouvernement peine à définir précisément où se feront les économies, par quels moyens et à quel niveau. Pour résumer, les économies en dépenses sont souvent incertaines et les prévisions de recettes devront être sévèrement révisées. Ce texte, comme l'a été la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale de juillet dernier, n'aura qu'une simple vocation d'affichage. Il ne s'agit là que d'un grand spectacle d'illusionnisme, mais plutôt que de jouer les Harry Houdini, chers collègues, je vous propose tout au contraire d'être de courageux réformateurs, comme le fut son contemporain et sénateur Georges Clemenceau. Sinon, le temps des réformes de structure attendra une nouvelle fois. Merci Madame Doineau.